Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le 5 novembre prochain, une élection présidentielle qui va compter non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde, il faut le dire. Mais quelle Amérique, quels États-Unis et quel monde après ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Vous arrivez des USA en général et de Las Vegas en particulier. Vous êtes à Paris pour quelques jours. D'ailleurs, je dis que vous donnez demain une conférence à la mairie du 16e arrondissement à Paris à 18h, c'est ça ? 19h. À 19h, voilà. Sur effectivement votre livre. Et ça s'appelle, d'ailleurs c'est un titre qui quand même pose déjà question, après l'Amérique. Mais ça veut dire quoi ? Vous sous-entendez que l'Amérique va disparaître ? Je dirais qu'elle continuera à exister géographiquement, mais si par malheur, je peux expliquer pourquoi je dis par malheur, si par malheur Kamala Harris était élue, nous entrerons dans un monde post-américain, avec toutes les conséquences extrêmement graves à l'échelle planétaire qui en découleront, et les États-Unis eux-mêmes rentreront dans un monde post-américain. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris, d'une part, veut légaliser, c'est-à-dire donner la nationalité américaine à 14 millions d'immigrants illégaux qui sont aujourd'hui dans le pays, et si c'est le cas, ces gens remercieront les démocrates en votant pour eux. Ce qui veut dire qu'à chaque élection présidentielle, un candidat démocrate aura quasiment toutes les chances d'être élu et les États-Unis deviendront une forme de pays à parti unique qui ne dit pas son nom. Bon, on voit, Guy Millière, en tout cas, que vous n'êtes pas précisément pro-Kamala Harris et que vous êtes beaucoup plus, et on le voit dans le bouquin, pro-Trump. Alors justement, on voudrait expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que on pourrait vous dire, oui d'accord, attendez, est-ce que vous exagérez pas un peu ? Quels que soient les résultats des élections, les États-Unis resteront l'Amérique, resteront les États-Unis. Est-ce que vraiment Kamala Harris, vous savez très bien, les promesses n'engagent que celles qui les écoutent, et que Harris peut avoir un programme, mais sera-t-il appliqué ? En quoi, pour vous, c'est quand même quelque chose d'autre, cette élection ? Je dirais que c'est quelque chose d'autre déjà pour la raison que j'ai indiquée, c'est-à-dire que si on donne la nationalité à 14 millions de gens qui sont rentrés illégalement dans le pays, ça implique une transformation radicale de la population. Et les conséquences d'une transformation radicale de la population, on peut les voir dans un certain nombre de villes. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une petite ville de l'Ohio qui s'appelle Springfield, et à Springfield, il y avait 58 000 habitants. On a rajouté 20 000 Haïtiens dans la ville qui avaient passé la frontière illégalement. Donc il y a 58 000 habitants, on a rajouté presque la moitié de la population. Un tiers de la population, un tiers supplémentaire, c'est absolument incroyable. Et donc je dirais qu'ils s'en prennent aux animaux de compagnie, il y avait des parcs publics avec des canards, des cygnes, etc. Il n'y en a plus un seul. Ils ont tous été mangés, ils ont tous été rôtis. Alors ça a été très discuté, ça. On dit que c'est pas vrai, c'est fake news. Si, c'est vrai, mais on essaie d'occulter cette dimension. D'ailleurs, c'est inimaginable. Rajouter 20 000 personnes dans une ville d'un peu moins de 60 000 personnes, c'est absolument énorme. Et d'autre part, je dirais que le programme économique de Kamala Harris est un programme extrêmement dangereux, et je dirais qu'il va y avoir une fuite des capitaux si jamais elle est élue. Dangereux, précisément pourquoi ? Dangereux parce que, ici on parle de très peu d'éléments, mais on ne dit pas les éléments essentiels. L'un des éléments essentiels de son programme, parce qu'il y a une très très forte inflation, beaucoup de gens d'ailleurs ici disent que l'administration Biden a été bonne économiquement. C'est pas ce que beaucoup d'Américains pensent, parce qu'il y a une inflation énorme, une inflation qui touche l'alimentation, les produits de première nécessité, 20%. L'électricité, c'est 30%. Les carburants, c'est 30% d'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Pour l'alimentation. 30% pour l'électricité, 50% pour les carburants. C'est énorme. Et c'est encore plus pour les assurances automobiles, pour une raison très précise, c'est qu'il y a beaucoup de voitures
voiture électrique maintenant, et quand on répare une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc là, je peux le constater, mon assurance automobile a doublé. Et pour beaucoup de gens, à Las Vegas, dans d'autres villes, c'est la même chose. Pour vivre avec le même niveau de vie qu'en janvier 2021, il faut $1000 de plus aujourd'hui. Entre 2021 et 2024. Oui, c'est ça, exactement. C'est $1000 de plus. Alors je peux me les permettre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre et ça crée de graves difficultés. Beaucoup de gens s'endettent avec leur carte de crédit. Et donc, pour remédier à l'inflation, mais c'est un pseudo-remède, Kamala Harris veut mettre en place une fixation des prix par le gouvernement. Elle dit, c'est pas de notre faute, l'inflation... L'État fixe les prix. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les grosses entreprises, l'équivalent de Carrefour, Walmart par exemple, qui augmentent, qui exagèrent les prix, et donc on va les fixer et on va remédier à l'inflation de cette façon-là. Et puis d'autre part, elle veut mettre en place... Mais est-ce que ce n'est pas une bonne solution, ça ? Non, la fixation des prix par le gouvernement, ça a été essayé au Venezuela, par exemple, avec les résultats qu'on peut connaître. C'est un système qui avait été aussi essayé en Union soviétique, avec les résultats qu'on peut connaître. Non, c'est un système qui mène à un désastre économique. Je dirais que si vous regardez les profits des supermarchés aux États-Unis, ils se situent entre 1,5 et 1,6% actuellement. Donc si vous leur enlevez ces profits, ils sont en déficit et ils doivent fermer. Et alors, Guy Millière, vous parlez aussi quelque chose, on parlait justement juste avant l'émission, vous parlez d'une taxation sur des profits non réalisés ou sur des gains non réalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, ça ce serait une véritable catastrophe. Ça veut dire que par exemple, vous achetez un appartement pour 300 ou 400 000 $ et au bout de 5 ou 6 ans, le prix a doublé. Donc on va vous taxer sur le doublement. C'est-à-dire si même si vous ne le vendez pas ? Même si vous ne le vendez pas. Ah, vous voulez dire, même si je ne le vends pas, mais si je vends 800 000, que je sois taxé, c'est normal. Non, même si vous ne vendez pas, on va vous taxer là-dessus. Donc je dirais que votre intérêt à acheter ou à investir aux États-Unis en espérant faire des profits est réduit quasiment à néant si cette mesure est vraiment mise en place. Dans les plans de Kamala Harris. C'est dans les plans de Kamala Harris, et ça figure d'ailleurs dans ses spots télévisés. Ici on ne voit pas les spots télévisés, mais c'est dans ses spots télévisés. Et par contre, elle ment à côté, elle dit que Trump veut augmenter les impôts. Tout ce qu'elle dit est mensonger, et je dirais que lors du récent débat, il y avait au moins 25 mensonges qui ont été proférés par elle, des mensonges grossiers, démontés. Trump aussi a dû dire quelques mensonges, hein, vous savez très bien, non ? Franchement, j'ai écouté ce qu'a dit Trump. Non, il y avait pas de mensonge. Justement, c'est une grosse différence entre Trump et Kamala Harris. Je dirais que dans l'éthique républicaine, il peut peut-être y avoir des fois des exagérations, mais il n'y a pas de mensonge. Du côté de Kamala Harris, tout est mensonger dans sa campagne, tout est factice. On a dit qu'elle avait gagné le débat, d'ailleurs qu'elle a eu face à Trump. Je dirais que ce débat, c'était pas un véritable débat. Il y avait 2 journalistes qui étaient de connivence avec le Parti démocrate. Oui. 2 journalistes de connivence avec le Parti démocrate. Kamala Harris qui avait des réponses qu'elle avait apprises par cœur. D'ailleurs, elle les a recyclées, elle les a réutilisées dans ses discours de campagne. Et 2 jours après, dans un entretien qu'elle a donné à une télévision de Philadelphie. D'accord. Alors Guy Millière, moi je voudrais qu'on élargisse le débat, c'est intéressant. Vous savez, des années que vous vivez aux États-Unis, au moins presque 10 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Amérique ? On a l'impression, comme ça, de l'extérieur, ça n'a jamais été aussi divisé, aussi clivé, parce qu'on sent dans cette espèce d'argument presque hystérique de part et d'autre, enfin, en tout cas, les discussions sont extrêmement violentes. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? On voudrait un peu avoir votre avis. Enfin, on sent ce clivage extrêmement fort. Ce qui se passe, pour vraiment comprendre ce qui se passe, d'ailleurs je l'explique dans ce livre et dans d'autres livres, il y a un mouvement qui s'est mis en place en 1960 qui s'appelle la Nouvelle Gauche, qui est un mouvement composé d'anciens communistes et qui a voulu petit à petit prendre le pouvoir. Ils ont utilisé les techniques proposées par Antonio Gramsci, et donc ils se sont dit on va infiltrer... La guerre culturelle. Oui, c'est ça. On va infiltrer petit à petit, on va infiltrer les universités, on va infiltrer ensuite depuis les universités la justice. C'est pour ça qu'il y a une justice politique et qu'on attaque Trump sur des bases qui n'existent pas. Oui, ils appellent ça the weaponization, la justice comme arme. Exactement. Ils utilisent la justice comme arme. Les 91 inculpations dont on parle tout le temps contre Trump sont vides, et je le montre en détail dans mon livre. Pour ce qui concerne l'éducation, donc c'est pris.
Et par l'éducation, on peut tenir la justice, mais on peut tenir aussi le journalisme, les médias. Et donc je dirais que si vous regardiez CNN, par exemple, il y a une dizaine d'années, ça n'était pas au degré actuel. Maintenant, c'est une chaîne de propagande. Et hélas, beaucoup de journalistes français prennent leurs sources sur CNN, donc répercutent la propagande. On ne peut rien apprendre en regardant CNN ou en regardant d'autres chaînes comme MSNBC. Mais quel paradoxe, Guy Millière. Attendez, l'Amérique, c'est quand même l'Amérique des milliardaires, c'est quand même l'Amérique qui fait la politique qu'elle fait, et vous dites que la gauche a infiltré. Mais enfin, on ne sent pas quand même une Amérique marxiste au pouvoir, franchement. Pour un certain nombre de domaines, si. Si vous regardez les universités... Oui, vous parlez du woke et de la cancel culture. Ah oui, mais même c'est hallucinant. Ma fille qui est avec nous aux États-Unis a suivi des études à l'université de Las Vegas, et les programmes d'histoire étaient des programmes marxistes. C'était absolument inimaginable d'avoir des programmes pareils. Je devais lui expliquer, tout ça c'est faux, mais si tu écris quelque chose pour ton professeur, écris dans son sens, sans ça tu auras une mauvaise note. Et donc l'université endoctrine, et après il y a un ruissellement qui s'opère. Ouais. Alors là, ok, mais économiquement, mais du point de vue du complexe militaro-industriel, du point de vue des grandes fortunes, et Dieu sait s'il y en a aux États-Unis, on a l'impression que là, ça ne change pas. Disons qu'il y a un crony-capitalisme, un capitalisme de connivence qui s'est mis en place avec le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui financent des multinationales, des grosses entreprises, qui financent le Parti démocrate en attendant des subventions, des aides, du favoritisme en retour. Et c'est pour cela que le Parti démocrate a beaucoup d'argent dans ses caisses. C'est quelque chose qui s'est mis en place sous Obama et qui continue à tourner à l'époque actuelle. Et donc les augmentations d'impôts que les démocrates veulent mettre en place, ça ne va pas toucher ces entreprises parce qu'elles sont multinationales. Elles peuvent déclarer leurs impôts dans d'autres pays. À Dublin ou ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Alors que les petites et moyennes entreprises souffrent. Et je dirais que ce qui peut se passer à l'échelle de l'ensemble des États-Unis, c'est une évolution dans la direction de ce qui est devenu la Californie. La Californie a une classe moyenne qui est en train de disparaître. Et d'ailleurs, beaucoup d'habitants de Californie partent en Arizona, dans le Nevada, à Las Vegas. C'est vrai que j'ai été il y a quelques années à San Francisco, je n'ai pas du tout reconnu le San Francisco des années 70-80. Ah non, ça n'a plus aucun rapport. Ouais. Et donc vous avez maintenant beaucoup de gens très très riches, les maisons à San Francisco valent des prix exorbitants, et puis en dessous vous avez des immigrants qui sont arrivés récemment, et qui sont les domestiques, les gens qui nettoient, qui font les jardins, et entre les deux, la classe moyenne est de plus en plus pressurée. Et donc vous avez des milliers de gens qui quittent la Californie tous les ans. Si tout le pays devenait comme la Californie, ces gens n'auraient plus aucun endroit où aller. Il resterait peut-être la Floride, le Texas, sont les États qui gagnent de la population. Mais l'État de New York, par exemple, la Californie, perdent des habitants tous les ans, en raison de ce que je viens d'expliquer. Alors on va continuer à en parler avec Guy Millière après l'Amérique, après cette petite pause. À tout de suite. On se retrouve tout de suite dans Berkoff, dans tous ses états, avec son invité Guy Millière, auteur de Après l'Amérique aux éditions Balance. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Le Après l'Amérique, nous dit Guy Millière dans ce livre qu'il faut lire, qui est paru aux éditions Ballant. Et je voudrais citer un peu son livre, la conclusion du livre de Guy Millière, qui est avec nous. L'aveuglement face à ce qu'est la gauche américaine, face à ce qu'elle fait, et face à ce qu'elle entend faire encore, a pour conséquence que la quasi-totalité de ce que j'ai écrit, dites-vous, Guy Millière, dans les pages qui précèdent, est passé sous silence dans les grands médias d'Europe occidentale, au sein desquels la gauche américaine est dépeinte de manière idyllique et fausse. L'aveuglement symétrique et complémentaire face à ce qu'est le mouvement conservateur américain et face à ce qu'incarne Donald Trump a pour conséquence que la quasi-totalité de ce que j'ai écrit dans les pages qui précèdent sur les conservateurs américains et sur Donald Trump est également absent dans les grands médias d'Europe occidentale, au sein desquels la détestation envers le mouvement conservateur américain et envers Donald Trump atteint aujourd'hui un très haut degré d'intensité, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis elles-mêmes avec les 2 tentatives d'assassinat qui a eu lieu en 2 mois, ce qui est quand même pas mal. Et vous dites ceci, vous dites
on sous-estime gravement l'immense danger incarné par cette gauche, à ne pas voir ce que ce danger presse directement sur eux. Vu le statut des États-Unis, un monde sans la puissance américaine, et c'est ce monde, pourrait rapidement devenir un monde infiniment violent, brutal, barbare, beaucoup plus pauvre, plus du tout démocratique, un monde qui ressemblerait à celui dans lequel vivent les Russes sous Poutine, les Chinois sous Xi Jinping. Alors justement, c'est là encore une fois, c'est un paradoxe, c'est intéressant parce que vous dites la gauche américaine, et vous parlez de la gauche américaine, cette pelée, cette galeuse d'où vient selon vous tout le mal. Mais enfin, dites-moi, les Soros, les Bill Gates, les Clinton, les Obama, c'est la gauche américaine, ça ? On n'a pas l'impression. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce que la gauche américaine et les mondialistes se rejoignent ? Et sur quoi, Guy Millière ? Oui, mais tout à fait. Je dirais que la gauche américaine est très proche des thèses que l'on développe à Davos actuellement. D'ailleurs, toutes les lois qui ont créé l'inflation aux États-Unis étaient indiquées sous le nom Build Back Better, reconstruisons en mieux. Et c'était le slogan de Davos. Et Biden ne s'en est pas caché. Tous les gens de l'administration Biden ne s'en sont pas cachés. Ils veulent une transformation radicale des États-Unis pour qu'elle aille dans ce sens-là, dans le sens que j'expliquais, c'est-à-dire quasiment une nomenclatura de gens très riches et de gens qui tiennent la politique, et puis en dessous, une forme de plèbe, une forme de basse classe, et la disparition des classes moyennes au milieu, et la plèbe est censée voter pour les gens de la caste supérieure. Et la caste supérieure est censée mettre en place tout un ensemble de contrôles, supprimant petit à petit la liberté de la population, du reste de la population. D'où ce qui s'est passé avec mais à culpa, on ne peut pas dire ça, de Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook et Instagram et WhatsApp, qui disait oui, j'étais obligé par le FBI et la CIA de cacher ce qui se passait sur le Covid, ce qui se passait sur Hunter Biden et Papa Joe, etc., etc. Donc, vous dites qu'il y a une entreprise, en fait, de dire, voilà, c'est nous le camp du bien, c'est nous qui devons régner, et tout le reste n'existe pas, ou en tout cas, c'est sulfureux, et c'est le camp du mal à écarter. Exactement. Je dirais que ça a commencé à vraiment se mettre en place avec Barack Obama, et c'était censé continuer avec Hillary Clinton, et l'élection de Donald Trump a été ressentie comme une catastrophe, et Donald Trump a été défini par ces gens comme la personne à éliminer. Et donc, il y a une véritable incitation à la haine et à la destruction qui a été lancée contre Donald Trump dès qu'il est apparu qu'il pouvait gagner en 2016. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a une incitation à la haine absolument incroyable contre Donald Trump aux États-Unis actuellement. Et c'est pas étonnant qu'il y ait eu 2 tentatives d'assassinat. Donald Trump est comparé à Adolf Hitler de manière très très régulière par les démocrates. L'une des stratégies des démocrates pour essayer de gagner l'élection cette fois, c'est de faire peur, de dire si Donald Trump est élu, ce sera Adolf Hitler, la démocratie va disparaître. Le chaos. Donald Trump est un danger absolu pour la démocratie, il n'y aura plus de démocratie. La vérité, c'est qu'il n'y aura plus de démocratie si Kamala Harris était élue. Donc ils inversent la réalité. Ça vous fait peur, vous, l'élection possible de Kamala Harris? Ah oui, tout à fait, mais il n'y a pas qu'à moi que ça fait peur. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent « faut que je sorte mes capitaux » et qui mettre tout en place. Je dirais que si Kamala Harris était élue le 5 novembre, il y aura une fuite des capitaux américains dans une multitude de directions. Oui, mais c'est ça qui est très paradoxal, parce que fuite des capitaux, mais ce sont les capitalistes américains qui aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, investissent, subventionnent, financent. Oui. Mais je dirais que les très très riches, les multimilliardaires à l'élection de Elon Musk sont des gens qui subventionnent le Parti démocrate. Mais la fuite des capitaux, elle sera pour les gens qui sont en dessous. La catégorie des moyens entrepreneurs, moyens aisés ou des moyens investisseurs. De ce côté-là, cela peut être tout à fait l'hécatombe. Et donc, si Kamala Harris est élue, les États-Unis vont s'affaiblir
considérablement et les États-Unis vont complètement changer. Ils sont déjà en train de changer. Beaucoup de gens s'en aperçoivent pas, beaucoup de journalistes s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont à Washington ou à New York. Mais s'ils sont pas dans l'Amérique des profondeurs. C'est ça, ils connaissent pas cette Amérique-là, ils y vont quasiment jamais. Donc ils voient pas les changements comme ceux de Springfield dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, ils n'y vont jamais, ils ne connaissent rien. Ce qui se passe en Californie, ce qui se passe à New York, l'immigration, la pauvreté aussi. Parce oui, bien sûr. Les grandes villes de Californie sont des villes dans lesquelles vous avez une multitude de gens qui campent dans la rue. Il y a quasiment des bidonvilles sur les trottoirs un petit peu partout. Et ça a été créé par l'immigration illégale qui a été permise. Et la drogue joue toujours un très grand rôle ? La drogue, enfin je dirais que l'administration Biden a fait la fortune des grands gangs qui tiennent la frontière. Parce qu'ils peuvent faire rentrer beaucoup plus de drogue, ils peuvent faire rentrer du fentanyl qui tue des milliers de gens tous les ans, ils font payer les immigrants clandestins qui rentrent. Donc je dirais que l'administration Biden est une administration qui a vraiment fait gagner des milliards de dollars aux gangs qui tiennent la frontière, aux gangs de la drogue qui tiennent la frontière, qui ne sont pas que des gangs de la drogue, mais aussi des gangs de l'immigration clandestine. Alors, dernière question, Guy Millière, encore une fois, je renvoie à votre livre qui donne beaucoup de réponses. Vous êtes français, vous êtes franco-américain aujourd'hui ? Oui. Vous êtes franco-américain. Et l'Europe par rapport à ça, comment vous voyez ? Parce que l'Europe est évidemment... je dirais qu'il va y avoir des conséquences géopolitiques si Kamala Harris est élue. Je dirais que le complexe militaro-industriel a intérêt à continuer à envoyer de l'argent pour les armes en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine va continuer. Ça fait tourner les grandes entreprises d'armement américaines. On dit que les États-Unis aident l'Ukraine. Non, en fait, elles aident les grandes entreprises militaires américaines à dépenser de l'argent en Ukraine parce que c'est elles qui gagnent l'essentiel de l'argent et ça continue à faire des milliers et des milliers de morts. Au Proche-Orient, l'Iran peut avoir l'arme atomique et une guerre régionale qui pourrait devenir une guerre mondiale peut tout à fait se déclencher. Et puis je dirais que l'administration Biden a contribué à très largement faire augmenter les prix du pétrole, les prix du gaz et tout ça, ça a des conséquences très lourdes pour l'Europe. L'Europe a les conséquences de la guerre en Ukraine, mais l'Europe a aussi les conséquences de l'augmentation très forte du prix du gaz et du pétrole. Si Trump est élu, le prix du gaz et du pétrole va baisser, ça devrait être bénéfique pour les Européens. Si Trump est élu, l'Ukraine va retrouver la paix, un accord va être signé. Si Trump est élu, l'Iran sera à nouveau asphyxié. Et donc je dirais que je ne comprends strictement pas pourquoi tant de journalistes en France veulent que Kamala Harris soit élue. Kamala Harris, ça sera aussi le malheur de l'Europe, pas seulement celui des États-Unis. Voilà. Merci Guy Millière, voilà. Merci infiniment. Je rappelle votre livre Après l'Amérique. On verra ce qui se passe très vite, en tout cas aux éditions Ballant. Et si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Dans quelques instants, nous parlerons Europe, Tour Eiffel et bonbons. Et il n'y a qu'un point en commun entre tous ces sujets. Ils font tous réagir André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.